Messieurs et dames, c'est les jours et l'heure d'Analyse 24. Merci de votre fidélité. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. L'inamovible Alimale, toujours à son poste pour vous servir. Comment tu vas, mon frère? Pas plus que vous. Mais il y a une évolution positive par rapport à la Covid-19. Il y a une régression de la pandémie, surtout en République démocratique du Congo, de façon considérable. Oui, surtout ça. Et on parle déjà de la maîtrise totale de la troisième vague. Ouais. Mais il faut toujours rester prudent, comme nous le disions et le rappelons, par rapport à la quatrième vague. Non, espérons qu'il n'y aura pas de quatrième vague. Chez nous, oui, parce qu'ailleurs, on en parle déjà. Oui. Mais nous ne voulons pas être des prophètes des malheurs. Espérons qu'il n'y aura pas de quatrième vague, mais une chose est vraie, nous devons nous habituer à vivre avec cette maladie, comme la malaria, les palus. Ça, c'est une évidence. Oui, mais tout en respectant les gestes barrières. Scrupuleusement, alors. Mais il y a une sorte de désintéressement. Relâchement. Relâchement. C'est toujours ça, mais il faut toujours veiller, rappeler sur le respect des gestes barrières parce que de temps en temps, l'équipement perd. Merci d'être là, Alimane. Un plaisir partagé. Notre invité s'appelle Chris Mukende Kabemba. Il est cadre et communicateur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA. Bienvenue pour la toute première fois dans Analyse 24, Chris Mukende Kabemba. L'honneur est le mien. Merci pour l'invitation. Oui. Je vous réciproque mes salutations à vous et à votre confrère. Alimane. Alors, Alimane, d'entrée de jeu, on dit souvent AFDCA. On m'a déjà posé cette question. Quelle est la différence entre AFDC tout court et AFDCA? Nous savons que c'est allié, mais c'est précisément quoi la nuance? En fait, la différence, c'est que AFDC, c'est un parti politique. Ouais, Cher au professeur Modeste Bahati. Ouais. Et l'AFDCA, c'est un regroupement politique qui a été créé parce que la loi électorale de l'époque, lorsqu'on a instauré les seuils, voulait assez que le parti politique se mette ensemble pour se battre dans le sens d'atteindre le seuil de représentativité. C'est ce qui avait fait que Modeste Bahati, dont les partis politiques a été sollicité par plusieurs partis politiques, a décidé de créer un regroupement politique pour envisager les élections de 2018. Donc AFDCA, c'est l'ensemble des partis politiques qui ont adhéré au regroupement politique AFDCA, Oui. mais AFDC, c'est le parti politique du professeur Modeste Bahati. Est-ce que M. Christian Mukende peut nous dire, Chris Mukende peut nous dire ça représente combien en termes de pourcentage, en nombre de chiffres exacts ou approximatifs, les partis alliés constituant l'AFDCA? Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de partis politiques. Si ma comptabilité est bonne, mais vous savez, tous les jours ici, il y a des partis politiques qui viennent nouvellement intégrer notre plateforme, notre regroupement politique. Mais si ma mémoire est bonne, nous sommes à une quarantaine de partis politiques, mais on n'a pas encore atteint le nombre de 50 partis politiques. Alimane. Oui, Johnny. Un fait insolite tout de même, si on peut commencer par là, ces images qui circulent dans les réseaux sociaux, cette espèce de partouze, si vous voulez, d'orgie des écoliers, parce qu'ils sont en uniforme, des présumés écoliers, parce que étant en uniforme, ces orgies-là qui ont explosé les réseaux sociaux, les réactions vont dans tous les sens. Chris Mukende Kabemba, acteur politique, parent, comment avez-vous analysé ces faits insolites? C'est une grande désolation de voir notre jeunesse plongée dans ces genres de pratiques. Mais aussi, moi, je voudrais responsabiliser les parents. Vous savez, personnellement, j'ai des enfants qui ont l'âge de 14 ans. Ma fille est née à 14 ans, celle qui vient juste après elle, c'est presque l'âge à 12 ans. J'ai instauré une habitude chez moi à la maison. C'est que chaque semaine, la nuit, je récupère les téléphones de mes enfants. Elles ont déjà des téléphones. Ben, elles ont des téléphones. C'est peut-être ça les dangers aussi. Non, mais c'est aussi lié au fait qu'avec
la crise sanitaire, Covid nous a imposé cela, parce que les enfants ont commencé à étudier à distance. À 14 ans, ils ont commencé à étudier avec le cours en ligne. C'est ça aussi. Le cours en ligne qui nous avait été imposé par le fait que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Il fallait acheter des téléphones à tous les enfants pour suivre les cours. Les soirs, vous récupérez les téléphones. J'ai l'habitude de récupérer les téléphones parce que le je sais que... week-end, pas les soirs. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit chaque semaine, en tout cas chaque week-end. Ah, chaque week-end, oui. Sans que mes enfants ne les sachent. Ah, ok. Hein, lorsqu'elles s'en vont vous dormir. les faites insidieusement. Justement, lorsqu'elles s'en vont dormir, je récupère les téléphones parce que j'ai demandé à tous les enfants de me donner le mot de passe de leur téléphone. Oui. Donc je crois que la responsabilité aussi revient aux parents de suivre ce que font les enfants avec leur téléphone. C'est ça. Hein. Mais nous sommes aussi une société qui est en crise de modèle. Il y a crise au milieu de nos influenceurs, les politiques. Ceux qui devaient être des modèles. Les personnes qui étaient censées être des modèles sont eux-mêmes plongés dans ces pratiques-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des politiques qui sont plongés dans ces pratiques, il y a des pasteurs qui sont plongés dans ces pratiques, il y a des sportifs qui sont plongés dans ces pratiques, il y a des musiciens qui sont plongés dans ces pratiques. Donc, ce sont des personnes, ce sont des leaders d'opinion. Des gens qui ont pignon sur nos enfants. Lorsque nos enfants suivent des vidéos sur leur téléphone, ils suivent ces musiciens. Mais ils tombent aussi, le fait de transférer des liens, de transférer des images entre les enfants, ils tombent sur parfois des images pornographiques. Donc moi je dis à un certain niveau, la responsabilité des parents devrait être établie. J'ai vu les ministres se lancer, prendre des sanctions contre les élèves. Mais je n'ai vu nulle part. Ça, c'est d'après moi. Je n'ai vu nulle part le ministre établir les responsabilités des parents. Ça, je n'ai pas vu. Donc moi, je dis... L'éducation, c'est d'abord à la maison. L'éducation commence à la maison. Oui. Hein, c'est nous qui disons à nos enfants quel type d'amis qu'il faut fréquenter. C'est nous qui disons à nos enfants quel type d'image, quel type de chaîne de télévision il faut regarder. Il y a des restrictions au niveau de la famille. Donc lorsque, au niveau de la famille, on a déjà échoué, nous ne pouvons pas comprendre que nos enfants puissent, à travers une éducation diffuse, avoir des bonnes manières. Je crois que c'est à partir de la maison et la responsabilité doit être engagée à ce niveau-là. Mais John, peut-être avant de clore ces chapitres malheureux, désolants, le ministre de l'EPST qui avait annoncé hier une décision fracassante, séance tenante, de la suspension, de l'exclusion de ces élèves du réseau scolaire congolais sur l'ensemble de l'étendue nationale, s'est rétracté ce matin pour dire que cette décision n'a pas été prise de manière générale, mais exclusivement pour les écoles du réseau catholique. Que représente pour vous ces revirements spectaculaires d'un ministre responsable, autorité de qui devait venir une impulsion pour servir des leçons à ces enfants? Qu'est-ce qu'on dit pour compléter Alima? Si ces enfants doivent être punis, quel type de punition pour ces enfants? Parce que on a l'impression qu'on agit aussi précipitamment sous les coups de l'émotion, sous les coups du tollé général qu'a suscité ce spectacle. John, j'étais parmi les personnes qui avaient considéré que le ministre avait pris une décision très sévère. Exclure définitivement ces élèves du réseau scolaire. Donc ça veut dire que ces élèves étaient condamnés à la non-scolarisation. En tout cas, aller étudier ailleurs. Dans un pays où nous prônons la gratuité de l'enseignement, dans un pays où nous voulons réduire les taux d'analphabètes dans les pays, les ministres prennent la décision d'exclure ces enfants des établissements scolaires. Et je crois qu'il a été par la suite rappelé à l'ordre par certainement des parents, mais aussi des responsables au niveau étatique. Y compris les ministres des droits humains. Non mais justement, c'était trop sévère. Et pour revenir à ta question, moi je considère que, je ne sais pas chez nous s'il y a les prisons d'enfants, je ne sais pas. Il y en a mal entretenu. Voilà, dans d'autres pays, il y a des prisons. Il y a des maisons d'incarcération. Voilà, il y a des maisons d'incarcération et des rééducations. Surtout. Je considère qu'on peut prendre une année à rééduquer ces enfants et à les réintégrer plus tard. Hein, dans les établissements scolaires, mais je considère que la décision, même si c'est pour les catholiques simplement, non. L'éducation, que ce soit chez les catholiques ou que ce soit chez les privés, c'est de l'éducation.
ils ont les mêmes programmes scolaires, que ce soit chez les catholiques ou même si c'est un peu plus dur, on ne va pas dire que, bon, ils sont inscrits chez les catholiques, ils peuvent aller chez les kimbanguistes. Hein? C'est comme si on jetait de l'opprobre sur les kimbanguismes, dire que les catholiques, et sur les plans éducationnels, sont plus sains. Ils sont hiérarchiquement au-dessus de... Il ne faudrait pas plonger dans dans cette approche-là qui risque de créer des tensions même entre les confessions religieuses. Moi, je considère simplement qu'il faut prendre des sanctions contre ces élèves, mais il faut les encadrer, les accompagner en vue de leur réintégration sur le plan de la scolarité. Est-ce qu'avec ces enfants, ce n'est pas la partie visible de l'iceberg? C'est-à-dire quoi? Ces enfants ne sont-ils pas en réalité les victimes d'une société déjà pourrie? Donc je vais être vrai, il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire. Parce que la pornographie a envahi nos téléphones, a envahi nos maisons. Ces enfants n'ont pas de références, vous l'avez dit. Il y a les pasteurs, les politiques qui sont tombés dans la pornographie publique. Alors ces enfants ne font que suivre ce qu'ils voient chez les adultes. Non, je crois que c'est aussi la mauvaise manipulation de la nouvelle technologie. Vous savez, il y a des pratiques qui se font mais qui sont cachées. Tout simplement parce qu'il n'y a personne pour filmer. Même dans nos villages. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça, mon cher ami. On n'a rien vu. Hein? Nous voyons ça parce que nous sommes à Kinshasa, c'est la modernisation, les enfants ont des téléphones. Mais allez même dans les arrières, dans l'arrière Congo. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des phénomènes aussi qui s'y passent. Mais simplement parce qu'il n'y a pas de téléphone pour filmer, on n'en parle pas. Donc je crois que c'est... Mais pas forcément à l'arrière-Congo. Non, mais même ailleurs. Ici à Kinshasa. Même ici à Kinshasa. Donc il se passe des histoires. Hein. J'ai dit, les réseaux sociaux nous ont facilité l'accès à toutes ces choses-là. Oui. Donc s'il n'y avait pas un téléphone en ce moment-là, on n'aurait jamais su qu'il y avait des pratiques qui ont eu lieu. Donc ça se passe aussi partout ailleurs, là où il n'y a pas de téléphone. C'est vraiment ça la partie visible. Oui. Mais je crois que la responsabilité, moi je reviens au niveau de la famille. C'est la base. La famille, c'est la base. Il faut que l'État congolais puisse promouvoir la famille, promouvoir l'encadrement au niveau de la famille. Les enfants très bien éduqués, ils existent et ne s'adonnent pas à ce genre de pratiques. Moi-même, Jean-Claude, moi, je suis parmi des personnes qui ne regardent même pas des vidéos pornographiques. Je me suis donné cette discipline, je ne regarde pas des vidéos. Même si on me transfère des fichiers comme ça, quand je sais que c'est pornographique, je ne regarde pas. Donc, c'est cette éducation-là que je communique aussi à mes enfants. Et ils les partagent avec leurs collègues. Les parents ont failli. Hein? Il y a des amis dans le parti politique qui parfois, par abus, t'envoient un fichier comme ça et puis tu les réprimes directement. Tu dis, cher ami, il ne faut pas m'envoyer ce genre d'histoire. Voilà. Donc, c'est une question... à la mode. Hein? C'est une question d'éducation, c'est une question de principe. Lorsque la famille a des principes, lorsque la famille qui constitue notre noyau, les socles, joue son rôle, je crois qu'on aura des très bons élèves qui vont répercuter l'éducation qu'ils ont reçue en famille. C'est ça la niveau de leur... Mais c'est la famille. Tout va dans la famille. Ali Mané, je crois que après cette histoire qui a... Une énième désolation, parce qu'on a connu l'affaire des viols avec... Georges Simenon. Oui, oui. Il y a une école ici. Non, les Coréens. Là. Coréens. Oui. Il y a eu un viol, mais où en sommes-nous? C'était quoi le résultat? Voyez un peu. Est-ce que cette deuxième situation malheureuse, malencontreuse, ne peut pas servir de leçon à nos autorités, à nos leaders, pour qu'une décision efficace soit... Et à long terme, surtout ça. Tout à fait, Ali Mané, je crois que nous devons vite tourner. Oui, la page noire. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Attends, je ne sais pas si on a parlé. Nous sommes des parents. Une page rose. Il faut comprendre que nous sommes des parents. C'est une page noire. C'est une page rose noire. Non, une page vraiment noire. En tout cas, noire. Là tu as raison. Pour les parents, en tout cas, ça scandalise, c'est vrai. Vraiment. Alors, revenons à la politique pure et dure, parce que Chris Mukendi Kabemba, c'est d'abord un politique, avant d'être un moraliste. Alors, Chris Mukendi, la CENI, on croyait qu'avec la mise en place de la commission paritaire, les tout serait fini. Mais on se rend compte que ce n'était pas le cas, Liman. Non, ça, les choses tardent encore. Les procès Mbata, sais-tu, on ne sait pas pourquoi. On n'évolue pas. Un silence qui pèse. Et du coup,
il y a même, on parle de plus en plus d'un retour à la case départ. C'est-à-dire on doit rabattre les cartes, remettre les processus à zéro pour partir sur de nouvelles bases. Chris Mukendi, Kapemba, processus de désignation du président de la CENI, où en sommes-nous? Je crois que c'est un processus sensible. C'est un processus qui va au-delà des clivages politiques. C'est un processus, c'est vrai, qui requiert les consensus. Mais il faut aussi rappeler que les consensus ne veulent pas dire unanimité. Nous sommes face aux échéances qui sont très bien définies dans notre Constitution. Je crois que l'Union sacrée s'est engagée à respecter la Constitution et à permettre à ce que les élections se tiennent dans les délais en 2023. Mais les élections ne pourront se tenir que dans la mesure où les acteurs politiques se décident de doter cette machine électorale de ses animateurs. Mais il faut relever aussi qu'il est de droit de chaque camp de participer au processus électoral comme de refuser de participer. On ne peut pas permettre à ce que... Justement, on ne peut pas permettre à ce qu'un camp puisse bloquer la machine dans le sens de plomber tout un processus dont les Congolais ont exprimé leur volonté à ce que chaque 5 ans, nous puissions avoir des élections dans le pays, à travers les référendums. Donc c'est le choix qui a été opéré par les Congolais pour que chaque 5 ans, nous puissions avoir les élections. Donc on ne peut pas permettre à ce qu'un groupe des individus, un parti politique ou un regroupement politique qui ne veut pas avancer nous impose son choix. Parce que nous, on a déjà fait le choix des élections. Je rappelle ici, on était en train d'en parler ici, John, avant l'émission, qu'en 2006, nous avons connu des élections dans ces pays. Sans l'UDPS. Sans l'UDPS. Avec Étienne Tshisekedi. Sans l'UDPS. Quand nous sommes sortis du schéma 1+4, le MLC n'était pas encore dans l'opposition. Zaïd Ngoma n'était pas encore dans l'opposition. Ils étaient tous au pouvoir. Ils co-géraient avec Kabila. Donc ça veut dire qu'en 2006, lorsque l'UDPS a boycotté d'abord les processus de l'enrôlement des électeurs, nous sommes allés aux élections en 2006 avec seulement la majorité. Parce que le MLC est devenu opposition après les élections de 2006. Bien sûr. Après la publication des résultats. Lorsque les résultats ont été publiés, c'est alors que Jean-Pierre Bemba s'est prononcé pour dire qu'il fera, lui et son parti politique feront de l'opposition républicaine. Donc ça veut dire que dans ces pays, nous avons connu des élections seulement avec la majorité. Donc l'exhortation que nous devons lancer aujourd'hui à nos amis qui sont à l'opposition, c'est de ne pas croire que l'opposition seule peut arrêter ces processus alors que tous les Congolais sont déterminés à avoir des élections en 2023. Donc là j'appelle au sens en tout cas de responsabilité de nos amis de l'opposition parce que c'est à ce niveau-là que la machine bloque. Donc je disais que c'est une matière très sensible pour laquelle on ne peut pas aller vite en besogne. Je considère que les confessions religieuses à qui le travail a été confié par l'Assemblée nationale ont échoué. Je considère... Qu'à faire maintenant? Mais justement, oui. ils sont venus à l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale a envoyé la matière au niveau de la commission qui a travaillé. Mais là aussi, apparemment, ça bloque. Et ils ont fini. Le travail a été... Il ne reste plus qu'une convocation de l'Assemblée de la plénière de l'Assemblée nationale pour entériner. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités pour permettre à ce que la République ne s'arrête pas. Je vous ai suivi vraiment avec attention. J'ai 2 petites préoccupations. Pensez-vous qu'aller aux élections sans l'opposition va crédibiliser les résultats? Ça, c'est un. Parce que l'opposition, c'est le contrepoids du pouvoir. Ça, c'est un. Des 2. Ne dit-on pas que autre époque, autre mœurs? Si l'UDPS n'était pas partant en 2006, pensez-vous que les contextes sont les mêmes en 2021 où tous ceux-là que vous semblez rejeter ou présenter comme les non-partants pour les élections de 2023
n'ont pas raison aussi de réclamer la dépolitisation de la CENI. Voilà, je commence là où vous avez fini pour dire que la dépolitisation de la CENI ne veut pas dire prendre la CENI et le donner entre les mains de la société civile. Ce n'est pas ça la dépolitisation. La vraie dépolitisation de la CENI, c'est confier la responsabilité de la CENI entre les mains du ministère de l'Intérieur. Donc là encore, ministère de l'Intérieur sous la gestion du chef de l'État qui a déjà une partie. Ça se passe comme ça partout dans le monde entier. Ça se passe dans des vieilles démocraties. Lorsque nous voulons, en Afrique, ça pose problème. Non, mais lorsque nous voulons des réformes, il ne faut pas prendre une partie. Il faut aller au bout de la réforme. Parce qu'on on va pas continuer à avoir des réformes. Chaque année électorale, réforme en réforme. Il y a des pays où les lois électorales ne sont plus réformées. Tout simplement parce qu'ils ont fait des réformes. Il y a une stabilité. Et la stabilité, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, nos amis qui pensent que dépolitiser la CENI veut dire société civile ont tout à fait tort. Parce que nous avons vu dans ces pays les présidents des CENI qui étaient de la société civile, mais qui ont servi les régimes. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver de personnes neutres même au niveau de la société civile dans notre pays. C'est comme ça que les acteurs politiques se sont dit, assumons-nous. Parce qu'on va confier la responsabilité à la société civile, mais à quelle société civile? Parce qu'il y en a tellement. Il y a des sociétés civiles à tendance Lamouka, société civile à tendance Union Sacrée, société civile à tendance FCC. Lorsque vous confiez à la société civile, à laquelle de société civile vous confiez les destins de ces pays? Ça, c'est pour, en ce qui concerne les réformes. J'en reviens à la question de la crédibilité du processus sans l'opposition. Mais j'aimerais aussi dire ici que l'opposition ne veut pas dire FCC dans ces pays. Ou la Mouka. L'opposition ne veut pas dire la Mouka. Mais vous allez créer quelle opposition? Il y a de partis politiques. Donc vous avez votre opposition. Vous allez créer quelle opposition? Non, on ne crée pas ça. On n'invente pas la roue, ça existe. Oui. Il y a de partis politiques de l'opposition qui n'ont jamais adhéré au FCC. Tels que? Non, mais il y en a beaucoup. Hein? Non, c'était un seul parti. Non, écoutez, nous avons plus de 700 partis politiques au Congo. Oui. Lorsque vous comptez le nombre de partis politiques qui sont membres du FCC, ils ne sont pas une centaine. Lorsque vous comptez le nombre de partis politiques qui sont à la Mouka, ce n'est pas une cinquantaine. Alors que les partis politiques qui sont enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur sont tout au plus 770 partis politiques. Donc ça veut dire que tous les partis politiques ne se sont pas constitués en regroupement FCC et la Mouka. Ça veut dire qu'il y a des partis politiques qui ne sont ni dans la Mouka, ni dans les FCC, mais qui sont dans l'opposition. Et la loi, quand il dit que la CENI doit comporter l'opposition, elle ne dit pas cette opposition s'appelle FCC. Cette opposition s'appelle la Mouka, pas du tout. La loi parle de l'opposition. Donc, tout parti politique. C'est dans ce contexte-là qu'on refuse de choisir un leader de l'opposition conformément au principe pour maintenir ces flous. Parce qu'avec ces structures mastodontes, vous voulez prendre tous les partis politiques en otage. Le multipartisme politique est garanti dans la Constitution. Et puis je rappelle ici que la Mouka n'existe pas du plan de droit. Ça n'existe pas. Tout comme l'Union Sacrée. Comme l'Union Sacrée n'existe pas. Justement, comme l'Union Sacrée n'existe pas. Oui. Le FCC n'existe pas. Juridiquement, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas se limiter, nous cramponner à continuer, à prolonger les délais. Parce que nous risquons d'aller au-delà de 2023 si les acteurs politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord autour de cette question. Donc, à un certain moment, il faudra prendre des décisions courageuses. En 2006, cette décision a été prise. Nous sommes allés aux élections sans l'UDPS. Je rappelle simplement, en cas de jurisprudence, qu'on a connu des processus électoraux dans ces pays, mais qui n'ont pas intégré tout le monde. Comme je dis, le consensus ne veut pas dire unanimité. Ok. Chris Mukendi Kabemba, cadre de l'AFDCA, entre un forcing dont le décor est visiblement déjà planté à Limalé. Plus que planté même. Et le consensus, vous plaidez pour quelle option? Pour un consensus dans le sens où les gens qui se radicalisent comprennent comment fonctionnent les institutions en démocratie. Je vous rappelle ici, cher John, qu'à l'Assemblée nationale siègent les députés de la Mouka.
et du FCC. Et au Sénat siège le même regroupement. Mais il est des principes que lorsque un vote est émis dans une assemblée délibérante, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Comment pouvez-vous comprendre que lors du vote, la minorité l'emporte sur la majorité? Nous sommes dans quel cas de démocratie? Quel cas de figure de démocratie? Ça n'existe nulle part. Le problème, c'est que nos amis qui ont proposé des réformes au niveau de l'Assemblée nationale n'ont pas été sportifs. Ils ont voulu faire passer leur point de vue alors qu'ils sont minoritaires. C'est ça la vérité. Mais nous sommes dans quel type de démocratie où la minorité veut à tout prix imposer son point de vue? Mais elle doit être écoutée aussi, cette minorité. Non, mais elle doit être écoutée, c'est vrai. Mais lorsque on considère que... en fait, les votes, c'est un des principes de la démocratie. On fait toujours passer au vote. Votre point de vue peut être meilleur, mais lorsqu'il n'est pas voté, on s'incline devant la loi de la majorité. C'est ça la sportivité politique aussi. Donc, malheureusement, nos amis, dont les points de vue, dont les propositions n'ont pas été acceptées, veulent utiliser maintenant la population dans la rue pour atteindre leur... Et rendez-vous est pris pour le 15. Il n'y a pas de souci. Ça vous fait peur? Non, pas de souci, pas de souci. Hein, c'est de leurs droits démocratiques, hein, des libertés fondamentales. On ne peut pas les leur empêcher. Hein. Ils peuvent faire le marche, autant de marches qu'ils voudront. Mais j'ai dit, on doit avancer. Nous avons un chronogramme à respecter. Nous avons une constitution à respecter. Il faut que les uns et les autres, à un certain moment, puissent mettre de l'eau dans leur vin et de permettre à la République d'avancer. Est-ce que vous vous sentez comment AFDC, vous là c'est les AFDC, ajoutez à cela les A, alliés, les AFDC qui a d'abord soutenu Joseph Kabila en 2006, a soutenu Kabila en 2012, il l'a toujours soutenu. En 2018. Oui. De voir aujourd'hui même en 2018, même 2018, oui. Je le dis, oui. De voir les mêmes stratégies appliquées jadis par les partenaires du FCC, pour ne pas parler du PPRD, revenir actuellement alors que l'AFDC a changé de camp. Voilà. Vous revenez sur la même stratégie utilisée par le FCC, par le PPRD, avec l'Union sacrée. Voilà, j'aimerais dire ici que l'FDCA n'a pas changé de camp. Ça, c'est de 1. Je vais vous expliquer comment l'FDCA n'a pas changé de camp. N'a pas changé de camp. Lorsque les élections ont été tenues dans ces pays, en 2018, oui. Il est des principes à l'Assemblée nationale que chaque parti ou regroupement politique présent à l'Assemblée nationale puisse faire sa déclaration d'appartenance à la majorité comme à l'opposition. Oui. Donc, au mois de mars 2019, l'FDCA a déclaré appartenir à la majorité parlementaire. Majorité à laquelle a appartenu les FCC dans son ensemble. Voilà. Donc la vérité aujourd'hui, c'est que les amis qui ont quitté cette majorité parlementaire pour aller ailleurs, pour devenir opposition, c'est eux qui ont changé de position. L'FDC n'a pas changé de position depuis. Parce que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, nous appartenons à la majorité parlementaire. Ça, c'est des 1. Des 2, il y a des pratiques démocratiques dans un pays. Vous savez, moi, j'ai eu à un moment donné, parce que je n'ai pas commencé ma carrière politique à la FDCA, j'étais à l'opposition. Et je sais comment fonctionne l'opposition. MLC? J'étais au MLC et puis j'ai été avec Jean-Lucien Boussa au CDR. Hein? Je suis membre fondateur du CDR de Jean-Lucien Boussa. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'opposition, parfois, ne dit pas toujours la vérité. Nous savons comment ces choses-là se passent. Nous sommes dans les institutions où des réformes sont faites. La majorité, par principe démocratique, écrase la minorité. Mais nous sortons dans la rue. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, nous avions des bonnes raisons de combattre cette majorité-là, parce que à l'époque, cette majorité voulait conditionner
les élections au recensement. Et l'opposition de l'époque a amené les gens dans la rue. Mais aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, il y a eu un vote qui s'est produit à l'Assemblée nationale. Il y a un groupe de gens qui, pour eux, la dépolitisation de la CENI veut dire société civile. Mais il y a un autre groupe qui est majoritaire, qui pense que la société civile n'est pas ce que nous pensons. C'est comme ça que les politiques ont décidé de s'assumer. Mais ils passent au vote pour s'assumer. Et dès lors que le vote a été émis et le choix opéré par la majorité est de voir cette CENI être composée de la manière dont on sait, il ne reste plus qu'à nos amis de l'opposition de s'incliner. C'est ça qu'on ne veut pas dire à la population. Mais il faut dire aussi, il faut dire, moi je note, dans les chefs de nos amis de l'opposition, qui ne sont pas, tout simplement, de bonne foi. Pas de bonne foi. Ils ne sont pas préparés pour affronter les échéances de 2023. Ah bon? On commence maintenant à trouver des prétextes. Ce qui arrive aujourd'hui, ce sont des prétextes, parce que même l'opposition de l'époque s'était inclinée devant la loi de la majorité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Fayoulou n'a pas d'élu, Fayoulou n'a pas l'argent pour battre campagne, Fayoulou n'est pas populaire, Fayoulou n'est pas capable d'atteindre les 4 coins nationaux pour avoir peur des élections. C'est quoi la raison qui vous pousse à tenir ces discours? Le président Voilà. élu Fayoulou. Voilà, je vais vous expliquer ce que vous... Comme ça qu'il s'est fait. Je vais vous expliquer ce que vous connaissez déjà. Vous savez comment Martin Fayulu est devenu candidat président? C'était par vote, hein, entre leaders de l'opposition de l'époque. On revient. Ils ont jeté leur dévolu sur lui. Mais pourquoi? Tout le monde le sait. Mais pourquoi? Vous n'allez pas dénaturer l'histoire. Non, non, moi je vais vous relater l'histoire. Oui. L'histoire a fait que Jean-Pierre Bemba est allé déposer sa candidature comme candidat président de la République. Il a été éliminé par la loi électorale. Une fin de non-recevoir. Voilà. Moïse Katumbi, privé, forcé à l'exil, ne pouvant pas être candidat, les deux prêtent leur base à Fayulu. C'est ça la vérité. Après vote. Non, mais c'est après naturel. Justement, c'est naturel. Après vote. Mais j'en viens à ce que vous avez posé comme question. Donc, il faut que l'opinion retienne aujourd'hui que Martin Fayulu a été fait leader par procuration par des leaders de l'opposition qui ne pouvant pas se présenter eux-mêmes du fait de l'exclusion de la loi pour Jean-Pierre Bemba, du fait de l'exclusion politique de Moïse Katumbi forcé à l'exil, ils ont prêté leur voix à Martin Fayulu. C'est lui qui Justement. représentait valablement. Mais non, c'est normal. c'est normal, justement. C'est de bonne guerre. C'est normal, mais j'en viens à la question qui m'a été posée. Oui. C'est pour dire quoi? La perspective 2023 n'est plus la même. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Nous sommes dans un contexte maintenant où Jean-Pierre Bemba récupère sa base. Non, pas forcément. Justement, mais on le verra, pas forcément. Oui, oui. Ok, mais aussi... Jean-Pierre Bemba, mais c'est aussi- ses ennuis avec la justice. Justement, Il mais croit- la base aussi qu'a fallu Ça n'a pas été levé. mais c'est quelle base? Il a été accompagné par Moïse Katumbi. Katumbi aussi. Mais justement. Vous préparez un coup contre Katumbi avec cette histoire de Congolais, des pères et des mères. C'est fort possible qu'il ne soit plus dans la course. C'est le sujet qu'on aborde? On va en parler. Ok, c'est bon. Oui. Donc, j'ai dit, Katumbi, avec tous les Katanga qui le soutiennent, Jean-Pierre Bemba avec tout l'espace, pas seulement tout l'espace lingalaphone là. En tout cas, l'Ouest. Hein. L'Ouest et Kinshasa ont prêté main forte à Martin Fayulu. Mais 2023, les contextes changent. Ça veut dire que Jean-Pierre Bemba donnera un mot d'ordre. Moïse Katumbi donnera un mot d'ordre qui ne sera pas Fayulu. Donc ça veut dire... Non, qui vous dit que ça ne sera pas fait? Non mais ils sont plus ensemble, c'est normal. C'est tout à fait naturel. Non, en politique, les alliances se font et se défont. Justement, hein. mais nous n'en sommes pas encore là. Tout est question d'intérêt. Voilà, Mais ne dites pas ça, non. Nous sommes dans des projections. Ne dites pas Nous ça, sommes non. dans des projections dans l'hypothèse où, Oui. ils ne seraient pas avec lui, ils ne donneront pas de mot d'ordre. Ou si Bemba était réhabilité comme candidat, peut-être qu'il sera lui-même candidat. Ce qui est fort Donc, improbable. improbable. Oui. Ou Moïse Katumbi. Donc, je dis simplement que Martin Fayulu a été fait leader par procuration et les personnes qui ont fait de lui leader ne sont plus avec lui aujourd'hui et nous connaîtrons sa vraie force en 2023 s'il se présente. Mais aussi, les moyens, en a-t-il le moyen?
pour battre campagne. On se pose des questions. Je ne dis pas qu'il n'a pas de moyens. Etienne On se pose Tshisekedi des avait questions. quels moyens en 2011? En 2011. Il n'y a aucune Les moyens, c'est les peuples, c'est les soutiens du peuple. Avec $1, ils peuvent toujours soutenir. Mais est-ce que vous avez des militants comme ceux de l'IDPS qui peuvent vous payer une caution? Non, mais ne minimisez pas la base des fonds. On n'a pas Ne connu. minimisez pas la base des fonds. Je ne minimise pas. Je ne minimise pas. Oui. Je ne minimise pas. Hein? Nous savons d'où ils ont tiré les moyens pour tout ça. Les 40 000 téléphones pour les observateurs ou les témoins. Nous savons comment les choses se sont passées. Moi, je ne minimise pas un leader politique. Martin Fayulu peut devenir président de ces pays un jour. Hein? En tout cas... c'est dans l'ordre du possible. Oui, ça peut être après 2028 en tout cas. Donc... Après 2028. Ça peut être après 2028 parce que Félix fera 2 mandats, il est clair avec ses Deux mandats avec l'UNC à ses côtés. Mais il n'y a pas de souci. Les problèmes, c'est les peuples. Le bilan, il est là. Hein? Si, invitez-moi prochainement, on parlera du bilan. Il faut même parler du bilan de 4 mois parce que le gouvernement de Warrior a fait 4 mois. Parce que les bilans des 2 ans et demi, non, la vérité c'est que, n'ignorez pas les 2 ou 3 ans passés avec les FCC. Non mais vous avez dit avec les FCC. Non, mais pour les FCC a pris 70% des portefeuilles. On avait eu un président de la République qui s'appelait Félix Tshisekedi. C'est pas ça les débats. Mais qui ne sait pas. Prenons les mandats dans son ensemble. Moi je ne suis pas en train d'esquiver la question ou la responsabilité de Félix Tshisekedi. Il est clair que Félix Tshisekedi a imprimé dans ces pays la volonté de faire avancer les choses dans le pays et tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ça, c'est votre avis? Non, si vous voulez une émission où on va parler du bilan, on le fera. Bon. Donc, j'ai dit seulement que, en termes de perspective 2023, nous comprenons que certaines personnes veulent mettre des bâtons dans les roues des élections pour 2023 parce que, sachant cette réalité que je viens d'étaler sur ces plateaux. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'en 2023, selon vos projections, Martin Fayulu ne sera certainement pas accompagné par Jean-Pierre Bemba, moins encore par Katumbi. Mais vous ne vous sentez pas aussi perdant quand l'AFDC et UNC, qui avait soutenu de manière considérable le président de la République, peut aussi se rétracter au profit des autres. N'est-ce pas là aussi un danger pour vous? J'attendrai que l'UNC se prononce. Je n'ai pas vu l'UNC se prononcer dans le sens de se retirer. Alors dans ces cas, il faudra aussi attendre. Non, mais on anticipe la réflexion. Dans les cas des projections, et si dans les cas des projections, oui. Vous l'avez dit ici, en politique, les alliances se font et se défont. Ça veut dire qu'il n'y a aucun bloc qui va rester statique jusqu'au temps des élections. Donc, les choses peuvent se passer aussi dans les camps de l'Union sacrée. Il se pourrait que Mouzito rejoigne l'Union sacrée aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça la politique, la dynamique politique. Il se pourrait que... Le dynamisme de la politique, on est... Donc vous comptez quand même aussi sur Mouzito s'il venait. Non, nous sommes dans des projections. Hein. Analyse. Et il se pourrait aussi que Fayulu lui-même soutienne Félix en 2023. C'est la politique. Rêver, hein. Donc, mais nous ne sommes pas des prophètes. Nous sommes dans des projections. Nous voyons comment les choses se passent. Mais quant à l'UNC, elle ne s'est pas encore prononcée. On ne peut pas commencer à envisager. Je sais qu'aujourd'hui, l'UNC bénéficie des dividendes de l'Union sacrée et je ne le vois pas lâcher ces dividendes alors que son président se trouve dans des conditions que nous savons. Voilà. Allez, Manu, on ne peut pas terminer l'émission sans parler de l'Est de la République du Congo. Oui. Dans cet engrenage, dans cette confusion. Oui, c'est cette confusion, c'est cette sorte de trou noir du secteur mignon République démocratique du Congo, avec les révélations faites par notre confrère Alain Foucault. Mais le nom du président du Sénat est cité, Alima, le savez-vous? Je crois que même Chris Mukendi le sait. Il y a une délégation officielle qui devait se rendre à un site à l'est du pays. Les maîtres des lieux, qui n'étaient pas des Congolais, on dit niet, ils n'ont pas eu accès à ces sites. Mais ces sites-là appartiendraient au président. Selon certaines indiscrétions. Voilà. John, vous savez, c'est facile. Tout ça, c'est trop facile. Je me réveille un matin, je prends mon téléphone, j'entre sur Twitter. J'ai dit, John a détourné l'argent qui était destiné à la paye des enseignants. Des enseignants ou de tous les collaborateurs qui sont à Kin 24. Ah, ok. Mais comme Kofi Olomide a dit,
Lokuta, il y a un ascenseur, vérité et un escalier. Pekomaki. C'est facile. Il y a des laboratoires dans ces pays qui cherchent à... Mais l'entreprise en question s'appelle Régal, non? Moi, je ne connais même pas. Ah, okay. Parce que même le... Et tout le monde sait à qui appartient Régal. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que dans les documentaires, Alain Foka dit que l'entreprise n'a même pas de nom. C'est une entreprise anonyme. Anonyme. Mais on dit c'est Régal Mining. Alors qu'Alain Foka, dans son documentaire, dit c'est une firme anonyme, illégale. Ça veut dire qu'il n'a même pas de nom. J'aimerais dire ceci, pour ceux qui pensent que Régal, parce qu'il y a des gens qui disent que Régal appartient à Modeste Bahati. Régal, ce sont des alimentations, des expatriés qui louent dans les immeubles de Modeste Bahati. Ah, ce sont des locataires. Ils sont locataires chez Modeste Bahati. Et ça ne s'appelle pas Régal Mining, ça s'appelle Régal. Ils sont dans l'alimentation. Et ils sont locataires chez Modeste Bahati. J'aimerais dire ici, pour les personnes qui produisent ce genre d'informations pour déstabiliser, depuis le jour où le président de la République a désigné Modeste Bahati pour lui demander de structurer l'union sacrée, la chasse à la sorcière a commencé. Il était devenu la cible. Il est devenu la cible des officines qui n'ont pas voulu le voir aux côtés du chef de l'État. Il travaille. Et la personne qui a produit ces fake news n'est pas à son premier coup. Vous les connaissez? Entrez dans son compte Twitter. Voyez combien de fois il parle de Modeste Bahati. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit Modeste Bahati du FCC. Mais si vous C'est qui la personne? Pourquoi pas le dénoncer? Réputation dommageable. Non, mais la personne ne se trouve pas sur le sol congolais. Mais c'est une personne qui est utilisée par... Qui est instrumentalisée, tout simplement parce que la personne a un plus grand nombre de followers. Vous savez, lorsque dans les réseaux sociaux, Twitter, vous avez 400 000... Beaucoup de vues. Hein, vous avez beaucoup de vues. Lorsque vous publiez, ça va à une vitesse éclair. Et c'est cette personne-là qui est utilisée. On lui donne des informations comme ça pour déstabiliser Modeste Bahati. Et une enveloppe. Mais certainement avec une enveloppe. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne déstabilisent pas Modeste Bahati. C'est les présidents de la République qui sont en train de déstabiliser. Non, c'est le nom de Bahati qui est cité. Les noms de Bahati, mais au finish, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il y aura des suspicions alors que le président de la République a besoin de Bahati pour l'Est de la République, dans la mesure où, je ne dis pas que Modeste Bahati puisse être le substitut d'un autre leader du coin, mais seulement, en perspective des élections de 2023, le chef de l'État a besoin de Modeste Bahati pour compacter son électorat de la partie Est de la République. Donc, il aurait déjà perdu quand même. Mais aussi, ça c'est une évidence. Aussi, il ne doit pas non plus perdre. Aussi, je crois que le collectif de nos avocats vont faire des démarches parce que la personne est déjà identifiée. Même au niveau de la France, où elle se trouve, on peut toujours faire des actions pour essayer d'obtenir justice. Parce que ce sont en tout cas des imputations dommageables que nous pourrons tolérer à l'endroit des autorités de la République. Chris Mukendi Kabemba, cadre et communicateur de l'AFTCA, nous atterrissons déjà, c'était un plaisir, mais pour atterrir en beauté, je vous donne la parole pour conclure. La parole, c'est que les Congolais sont résolus à respecter la Constitution de la République, à observer la régularité du cycle électoral dans les pays. Et je crois que les politiques devront savoir que les élections ne sont pas organisées pour les politiciens, les élections sont organisées pour le peuple. Donc, j'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres qui sont directement impliqués dans ces processus à mettre de l'eau dans leur vin pour que ces processus que nous voulons tous transparentes, ces processus que nous voulons tous paisibles, puissent connaître un aboutissement heureux. Et à tous les Congolais, nous leur demandons de continuer à soutenir la vision du chef de l'État, qui est la vision qui place
le peuple congolais au centre de son action. Mais par rapport à la manifestation qu'elle va organiser, la MOUCA, le 15 septembre prochain, nous apprenons qu'il y a une sorte de réplique du côté de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée aussi sera dans la rue, c'est même 15. Êtes-vous au courant? Je ne peux pas parler au nom de l'Union Sacrée, mais je crois que ce sont des partis politiques de manière isolée, En tout cas, nous avons mais qui sont membres de l'Union Sacrée. Prince Willy Michiki, Ben, qui nous a dit les 15 qui seront dans la rue pour soutenir les processus électoraux. Voilà, Prince Willy Michiki, qui est membre du regroupement politique FDCA, a pris l'initiative avec son parti politique, l'INANA, voilà, de faire une marche de soutien au gouvernement et aux institutions de la République. C'est une démarche unilatérale, c'est une démarche autonome. Mais nous, on soutient toujours la Constitution, on soutient la démocratie, la liberté d'expression, liberté d'activité même politique dans les pays. Donc, il reviendra aux autorités de la ville pour voir si ce jour-là permet, parce que nous rappelons ici que c'est le jour de la rentrée parlementaire. Tout à fait. Le 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire, et je ne pense pas que l'autorité de la ville voudra assez que cette activité qui est solennelle puisse être perturbée à cause des activités qui seront menées dans la rue. C'est fort possible que ces manifestations soient annulées par le tête. Ça peut être annulé ou ça peut être reporté. C'est ça les souhaits de... C'est ça les calculs. Moi, je considère que c'est la liberté de manifester est garantie dans la Constitution. Il faut laisser les gens manifester, mais si c'est à cette date-là, qui est une date importante pour la République, qui est une activité solennelle pour les parlements, si le gouverneur de la ville estime qu'à cette date-là, ils ne peuvent pas, la ville ne peut pas contenir cette manifestation, il est de son droit aussi de pouvoir reporter. Aliman, on dit quoi? En tout cas, apparemment, c'est la dernière ou l'avant-dernière sortie avant la date fatidique attendue du 15, le 15 septembre. Mardi ou mercredi prochain. Mardi, espérant que nous serons peut-être là avant ou pendant ces manifestations, mais nous sommes dans l'attente. C'est le moment le plus difficile pour nous, de se séparer de nos téléspectateurs, de se séparer de notre invité. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Il s'appelle Chris Mukendi Kabemba. Il est cadre et communicateur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, dirigé par l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo. Chris Mukendi Kabemba, c'était à la fois un plaisir et un honneur. C'était un honneur pour moi. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle aventure. Je reste disposé à répondre à toutes vos invitations. Merci beaucoup. Merci. Merci surtout à vous. Rediffusion, c'est jeudi. À partir de 11h, retrouvez Ali Malé et moi le mercredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.